Bonjour à tous, Mathéis Mouflet, analyste pour XTB. On se retrouve cette semaine pour votre émission Matières premières et fondamentaux, dans laquelle on va parler de l'or, du pétrole, du cacao et du gaz naturel. C'est parti! Alors on va commencer par l'or, et je ne sais pas si vous vous souvenez, au webinaire, j'avais appelé mon webinaire sur l'or « Toujours plus haut, toujours plus loin ». Désormais ce n'est plus une interrogation, c'est une affirmation, l'or toujours plus haut, toujours plus loin. Comme vous le savez, l'or est à 2660 $, on a battu des records cette semaine encore. Alors la principale raison, c'est parce que la Fed, la Réserve fédérale, la Banque centrale américaine, a diminué ses taux directeurs de 50 points de base mercredi dernier. Donc 50 points de base, ça fait 0,5%, donc il a surpris le marché parce que c'était plus que ce qu'on pensait, et le marché commence à penser qu'en novembre, la Fed va encore une fois diminuer ses taux directeurs de 50 points de base, donc en novembre. La probabilité qui est attribuée à cette possibilité est de 60%, donc c'est assez élevé. Ça, évidemment, ça diminue la valeur du dollar, et quand la valeur du dollar diminue, c'est plutôt bénéfique pour l'or, donc c'est pour ça que l'or monte. En plus de ça, donc, on va parler de la saisonnalité. Donc, en vert, vous voyez le cours de l'or actuel. En pointillé ici, vous voyez la saisonnalité à très long terme de l'or. En noir ici, c'est la saisonnalité à 10 ans, et en gris, c'est la saisonnalité à 5 ans. Et donc hein, ce qu'on peut voir, c'est que en ce moment, le comportement de l'or suit plutôt la saisonnalité à très long terme de l'or, donc celle-là. Et si le comportement de l'or suit cette saisonnalité-là, on pourrait voir un pic apparaître donc maintenant, mais aussi début novembre et fin décembre. Et là où c'est intéressant, c'est que fin décembre, ça correspond aux élections américaines. Donc on pourrait quand même avoir un marché qui ne sait pas trop où il va, donc un marché global, action, qui ne sait pas trop où il va jusqu'à fin novembre. Et donc quand le marché est rempli d'incertitudes, c'est plutôt bénéfique pour l'or. Et une fois que ces incertitudes seront réduites au moment des élections américaines, on pourrait avoir une baisse de l'or, une stabilisation jusqu'à la fin de l'année. On a aussi un autre catalyseur qui est haussier pour l'or, ce sont les ETF. Donc les ETF d'or qu'on peut voir ici en pointillé, en rouge c'est le cours de l'or et en pointillé ce sont la détention d'or par les ETF. Et donc pour le troisième mois consécutif, la détention d'or par les ETF est en hausse. Alors on est en ce moment à 83 millions, un peu plus de 83 millions de détention d'or. Le record date de quelques années et il était à 110 millions de tonnes d'or. Donc on a encore de la marge à la hausse, mais évidemment plus les ETF achètent de l'or et plus c'est une pression acheteuse pour l'or. Alors maintenant on va parler du pétrole. Et donc pour le pétrole, hein, comme vous le savez, la semaine dernière on avait un pétrole qui était bas et qui est remonté très fortement en début de semaine, avant de baisser ce mardi, mercredi et aujourd'hui. Alors pourquoi déjà est-ce qu'il a monté? Et en fait, parce qu'on a eu des annonces donc, de la Fed et de la Banque populaire de Chine, la BPOC, qui sont des annonces de relancement de demande de pétrole. Donc c'est évidemment bénéfique. Alors, on va voir ça plus en détail. Dans ce graphique, c'est un graphique qui montre les importations de pétrole par la Chine. Et donc vous pouvez voir hein, qu'en août, les importations de la Chine, des importations de pétrole en Chine ont rebondi en août, mais restent inférieures au maximum sur 5 ans. Cela dit, en septembre, on pourrait avoir une continuation d'une hausse de ces importations, et qui pourrait être soutenue jusqu'à la fin de l'année grâce aux mesures de relance chinoises qui ont été annoncées cette semaine. Alors ces mesures, quelles sont-elles? Elles sont tout d'abord une réduction de 10 points de base, donc de 0,10% sur le reverse repo. Alors le reverse repo, c'est le taux auquel les banques commerciales peuvent emprunter de l'argent à la Banque populaire de Chine, donc la Banque centrale chinoise. Donc si ce taux baisse, ça leur coûte moins cher d'emprunter de l'argent, donc elles peuvent plus le faire. En plus de ça, il y a une réduction de 50 points de base, donc de 0,5% sur le ratio des réserves des banques commerciales, avec prévision de réduire encore plus ce ratio de réserve. Donc ça représente, donc déjà qu'est-ce que c'est que le ratio de réserve? C'est le ratio que les banques doivent maintenir pour pouvoir prêter de l'argent. Donc quand on baisse ce ratio, ça veut dire qu'elles peuvent prêter plus d'argent par rapport à leurs capitaux propres.
Donc baisser de 50 points de base ce ratio, ça représente une capacité de prêt de plus de 100 milliards de dollars, ce qui est vraiment très conséquent. En plus de ça, le gouvernement chinois a annoncé aujourd'hui qu'il allait recapitaliser les banques publiques, ce qui va leur permettre de prêter plus aux entreprises. Ça va représenter environ 142 milliards de dollars que les banques vont pouvoir prêter en plus. Donc tout ça, évidemment, ça relance complètement la consommation de pétrole chinoise et donc les importations, ce qui est bénéfique pour le prix du pétrole. C'est pour ça qu'on a eu une hausse du pétrole en début de semaine. Si ces liquidités libérées entraînent une augmentation des importations de pétrole, alors le déficit au 4e trimestre pourrait être supérieur à 1 million de barils par jour, ce qui est plutôt élevé. Alors, d'accord, là on a compris pourquoi est-ce que le pétrole a augmenté en début de semaine, mais pourquoi est-ce qu'il baisse? C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, pourtant, ce qu'on voit, c'est qu'on voit que les stocks de pétrole sont très faibles. Alors, qu'est-ce que dit ce graphique? C'est, vous voyez ici le maximum à 5 ans des stocks de pétrole, ici le minimum sur 5 ans, en noir vous voyez la moyenne sur 5 ans, et en vert c'est le stock de pétrole actuel. Et donc on voit que le stock de pétrole a rejoint le minimum sur 5 ans. Donc les stocks sont au plus bas, mais les investisseurs commencent à penser que le déficit mondial pourrait s'arrêter, et ce malgré les mesures de relance en Chine. Alors les raisons, parce qu'il y en a plusieurs, la première c'est qu'il y a eu la nomination d'un gouverneur intérimaire de la Banque centrale libyenne. Et pourquoi c'est important? C'est parce que c'est le gouverneur de la Banque centrale qui supervise les revenus issus de l'extraction et de l'exportation de pétrole. Comme vous le savez, il y a une rivalité entre les deux gouvernements de Libye sur qui allait être ce gouverneur. Et tant qu'une solution n'était pas trouvée, il n'y avait plus d'exportation de pétrole par la Libye dans le monde, ce qui avait énormément réduit l'offre disponible. En plus de ça, certaines sources indiquent que l'Arabie Saoudite envisageait d'augmenter sa production de manière accélérée afin de regagner des parts de marché que l'Arabie Saoudite avait perdues, notamment face aux États-Unis. Selon le Financial Times, le Royaume aurait abandonné son objectif d'un baril de Brent à 100 $. Donc pareil, si l'Arabie Saoudite envisage d'augmenter sa production, ça augmente l'offre, et c'est plutôt baissier pour le pétrole. Et pour finir, le vice-premier ministre russe, M. Novak, a déclaré qu'il n'existait actuellement aucun plan pour retarder les augmentations de production prévues par l'OPEP+. Donc l'OPEP+, ne retarderait pas ces augmentations de production, ce qui est plutôt une pression baissière pour le pétrole, vu que ça augmenterait encore une fois l'offre. Donc ça fait beaucoup de pression baissière pour le pétrole, malgré les mesures de relance qui sont faites par la Chine et la baisse des taux des États-Unis. À cela s'ajoute le crack spread. Donc, qu'est-ce que c'est le crack spread? C'est la différence entre le prix du produit fini du pétrole et celui du pétrole brut. Ça indique notamment une demande potentiellement limitée pour les carburants aux États-Unis si le crack spread est faible. Et le crack spread, il est très faible, parce que, donc vous le voyez, il est en pointillé ici, et en rouge ici, c'est le prix du WTI. Et donc vous voyez que le crack spread est au plus bas, ce qui indique des problèmes de demande. Cela dit, une baisse de 50 points de base en novembre de la Fed pourrait augmenter la demande, et donc ça pourrait conduire à une hausse du crack spread, ce qui pourrait ensuite conduire à une hausse du pétrole. Alors maintenant on va parler du cacao. Et donc le cacao, vous le savez, les stocks sont au plus bas, et le problème c'est que maintenant la saison de production va commencer, et donc il va falloir savoir un peu ce qui va se passer, donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, donc pour le cacao, sur ce graphique, vous pouvez voir les stocks de cacao, qui sont en bleu. En rouge, vous avez le cours du cacao. Alors faites attention, la courbe bleue est inversée, donc plus elle est haute et plus les stocks sont faibles. Et donc ce qu'on voit, c'est que les stocks de cacao sont au plus faible depuis 2008. C'est très bas, évidemment. Et la différence, c'est qu'en 2008, on pensait que les stocks allaient augmenter, c'est pour ça que les cours étaient relativement faibles, alors qu'aujourd'hui, on a un vrai doute sur la production future de cacao. En plus de ça, l'Association européenne du cacao indique que la directive de la Commission européenne sur la déforestation pourrait bloquer une quantité importante de cacao à destination de l'Europe.
Donc qu'est-ce qu'elle dit cette directive? Elle va exiger des commerçants qu'ils prouvent que le cacao, le café, le soja ou le caoutchouc ne proviennent pas de terres déboisées après 2020. Donc évidemment ça pourrait accroître l'écart de prix entre les marchés européens et américains, vu que les Européens ne pourraient plus acheter de cacao qui vient de terres déboisées. En plus de ça, donc on pourrait penser, oui, mais vu que les prix sur le cacao sont très élevés, ça va encourager les plantations et donc il y aura plus d'offres dans le futur. C'est vrai, mais cette offre ne devrait pas être visible avant 4 ans, donc on risque de continuer à avoir des stocks très faibles pendant un moment. Maintenant, on va parler du gaz naturel. Alors pour le gaz naturel, on a une pression haussière qui est toujours très présente. C'est ce qu'on va voir ici parce que la consommation est toujours très forte pour la saison actuelle. C'est ce qu'on voit ici, hein. Donc en vert vous avez la consommation de gaz actuelle, en gris en haut c'est la consommation maximale sur les 5 dernières années, hormis cette année évidemment, en bas c'est la consommation minimale des 5 dernières années, et en noir c'est la consommation moyenne. Et donc ce qu'on voit, hein, c'est que la consommation 2024 est plus élevée que le maximum des 5 dernières années, que ce soit donc pour la consommation totale de gaz naturel ou pour la consommation de gaz naturel pour la production d'électricité, alors que pour la production, elle est juste en dessous du maximum de 5 ans. Donc on a une production qui n'est pas supérieure aux 5 dernières années, au maximum des 5 dernières années, alors que la consommation, elle l'est. Elle est même 10% supérieure à l'année dernière, alors que la production, elle est menacée dans le golfe du Mexique, notamment à cause de phénomènes météorologiques. La saison de chauffage, elle va commencer en octobre, entre la première et la deuxième semaine d'octobre. Cela dit, la demande normalement dépasse l'offre en novembre. Donc on va continuer à avoir une augmentation des stocks jusqu'à début novembre, et à partir de début novembre, on aura une baisse des stocks. Cela dit, les stocks sont remplis à plus de 90% en Europe, donc il y a quand même beaucoup de sécurité en Europe. Là on va voir un peu la saisonnalité des prix une fois que la saison de chauffage commence. Donc la saison de chauffage, elle commence ici en 0, et en noir c'est les cours actuels du gaz naturel, et en rouge c'est la moyenne de ce que fait le gaz naturel une fois que la saison de chauffage arrive. Et donc ce qu'on voit, c'est que le pic des cours du gaz naturel arrive plutôt vers novembre, avant de voir une baisse des prix du gaz naturel. Donc on pourrait continuer à voir une augmentation des prix du gaz naturel jusqu'en novembre, avant de voir une stabilisation ou une baisse. C'est tout pour moi, j'espère que vous avez appris des choses. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je répondrai à tout. Et on se revoit dans 2 semaines. C'était Mathéis Mouflet pour XTB.